Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Beetlejuice. Beetlejuice de Tim Burton, 7.5 sur 10 sur IMDb. Avec Alec Baldwin, Jenna Davis, Winona Ryder, Michael Keaton naturellement, le grand Michael Keaton. Alors Beetlejuice, moi j'en parle parce que je trouve que c'est un film qui est encore très regardable. J'aime ça dire très regardable dans la vidéo. C'est un film que je peux encore regarder à l'heure actuelle et sur lequel je vais coller, il n'y a pas de problème. Je ne veux pas voir les problèmes d'effets spéciaux qu'il y a en arrière. Encore une fois, je pense qu'il y avait une scène avec le serpent à un moment donné qu'on voit un petit peu partout dans l'écran. Lui, on voit que c'est un petit peu mal fait, mais pour le reste, pour moi, c'est très bien fait. C'est un film qui est répertorié partout sur Internet comme un des films qui a le plus mal vieilli par rapport aux effets pratiques. Et moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve que c'est l'inverse. Alors peut-être qu'il y a une tonalité nostalgique en arrière de ça, je ne sais pas. Peut-être que j'ai pas évolué en tant qu'être humain par rapport à ce film-là. Je pourrais pas te le dire. Mais donc je ne sais pas si je suis objectif par rapport à cet avis-là. Mais moi, je pense réellement que le film a pas mal vieilli, honnêtement. Je pense qu'il a pas mal vieilli. Je le regarde et je trouve que c'est quand même, voilà, je trouve que ça correspond quand même pas mal à l'idée que j'avais du film à l'époque et à la manière dont j'avais pu être immergé en tant que spectateur dans cette narration-là. Beaucoup d'effets pratiques dans le film, très peu d'effets spéciaux au niveau des costumes, au niveau du latex. Alors, le latex, là, il est utilisé dans tous les sens. Et si je prends plus particulièrement le rôle de Beetlejuice par Michael Keaton, qui est juste exceptionnel, lui, il y a carrément du maquillage, des costumes, etc. C'est juste exceptionnel, c'est juste génial. Le gars avait joué Batman en 88, juste avant, il s'en va dans Beetlejuice avec Tim Burton. On voit que c'est des rôles qui sont diamétralement opposés. Et le comédien est très très bon, il y arrive particulièrement bien. Donc pour moi, c'est un film qui réellement, voilà, c'est 88 Beetlejuice, 89 Batman, c'est l'inverse. Mais peu importe, le système reste le même. Le gars, il sait quand même, on voit que le gars a quand même une manière de jouer. C'est un vrai comédien. Donc bref, oui, non, Beetlejuice pour moi fait partie des films qui n'ont pas mal vieilli par rapport aux effets pratiques. Je pense, pour moi, c'est un film qui est marquant même au niveau des effets pratiques que tu peux avoir dans les films. Alors au niveau des anecdotes par rapport à Beetlejuice, il faut savoir, si tu ne le sais pas, que 90% des lignes de dialogue dites par Michael Keaton durant le film sont de l'improvisation. C'est entièrement de l'improvisation. Il s'est mis in character, comme on dit en anglais, dans le personnage et il a improvisé là-dessus. Et c'est devenu cette espèce de ligne de dialogue fantastique de Beetlejuice que tu ne vois d'ailleurs qu'à partir de la moitié du film. Hein. Il y a toute la moitié de la première partie du film où on ne voit pas Beetlejuice. Hein. Il est appelé qu'à un certain moment donné dans la narration par les personnages principaux. Et à partir de là, c'est ça, c'est génial. Il y a des dialogues qui sont devenus des dialogues d'anthologie, littéralement, de Beetlejuice. Beetlejuice, il est à noter quand même que c'est le premier film qui avait été loué en format DVD par Netflix. Parce qu'il faut te rappeler que Netflix, avant d'être une plateforme streaming sur Internet, ils avaient décidé de faire concurrence à Blockbuster en louant des films directement par la poste. Ça fonctionnait comme ça aux États-Unis et c'était sous forme de DVD. Alors finalement, Blockbuster s'est cassé la gueule, je ne rentrerai pas là-dessus parce que ça serait le sujet d'une autre vidéo. Il y a eu des facteurs externes qui ont fait, parce que Blockbuster est une entreprise qui était quand même très florissante, donc il y a eu des facteurs externes qui ont fait que Blockbuster se casse la gueule et que finalement Netflix devienne un des piliers qu'on a à l'heure actuelle sur Internet. Mais quand même, c'est à noter, premier film que tu pouvais louer par correspondance, Beetlejuice. Alors une suite à Beetlejuice essaye d'être conçue par les studios qui sont en arrière de Beetlejuice depuis 1989, puisque le film date de 88, jusqu'à maintenant. Ils continuent à chercher. Ça fait des années, des décennies qu'ils cherchent à faire réellement une suite. Alors, ça s'appelle Beetlejuice Goes Hawaiian, si je me souviens bien. Je me souviens plus. Oui, c'est ça, Beetlejuice Goes Hawaiian. Donc, ça serait la suite de Beetlejuice, qui, pour plein de raisons X et diverses et variées, ne voit pas le jour. À chaque fois, il y a un petit peu comme ça des bâtons dans les roues un petit peu partout qui font que le film ne voit pas le jour. Mais les studios n'ont pas lâché l'affaire, je te dirais. Ils sont encore là-dessus et ils veulent absolument faire une suite. Peut-être qu'il y aura une suite dans les années qui suivent, ne sait-on jamais. Dernier peut-être, petite anecdote, mais quand même relativement sympa. Les studios voulaient que ce soit Alyssa Milano qui joue le rôle de Lydia dans Beetlejuice. Mais évidemment, ils se sont heurtés à Tim Burton parce que pour Tim Burton, ses acteurs, ses égéries,
qu'il avait à l'époque étaient Winona Ryder et Johnny Depp. Johnny Depp a eu des rôles d'ailleurs par la suite dans d'autres films, et Winona Ryder aussi, de Tim Burton, évidemment dans Édouard aux mains d'argent, si je pense plus particulièrement à ce film-là en 1990, qui est quand même 2 ans plus tard après Beetlejuice. Donc Winona Ryder, c'était l'égérie déjà à l'époque de Tim Burton. Donc, Tim Burton a mis son veto et il était hors de question que Alyssa Milano aille sur le plateau, donc elle n'a pas eu le rôle, même si les producteurs voulaient que ce soit Alyssa Milano, parce qu'elle était plus connue à l'époque que Winona Ryder en termes de célébrité. A Nightmare on Elm Street en 1984 de Wes Craven, avec Robert Englund, Heather Langenkamp, John Saxon et un des premiers rôles de Johnny Depp, le premier rôle au cinéma en fait de Johnny Depp qui tournait à l'époque dans 21 Jump Street et qui était l'égérie de toutes les filles à cause de cette série télé là. Donc bref, Nightmare on Elm Street, tu l'auras compris, on parle de Freddy Krueger, le premier film en 1984 qui a aussi démarré une franchise par après. Donc Wes Craven n'a pas été tout le temps le réalisateur des films. Alors Freddy, je parle de la franchise, c'est en dents de scie. Il y a eu des très bons Freddy qui ont suivi le premier et il y en a eu des très mauvais. Donc ça dépend des Freddy Krueger. Le premier est exceptionnel, un très grand film. Si tu l'as pas vu, je te renvoie à ce film-là. 7.5 sur 10 sur IMDb. On pourrait dire quelque part que ça a mal vieilli parce que le film se passe dans les années 80, mais d'un autre côté, avec tout ce qu'on voit en ce moment à l'heure actuelle à la télé, au niveau des séries télé, si je pense Stranger Things, si je pense le dernier Fear, je sais plus comment, en 1994, qui vient de sortir sur Netflix et que j'ai pas vu parce que la plupart des gens disent que c'est horrible et j'aime pas ça perdre mon temps à regarder des choses horribles, parenthèse fermée. Tu seras pas vraiment dépaysé parce que ça c'est un film qui date réellement de 1984 et qui avait été tourné à l'époque, je veux dire, l'action se passe en 1984 dans le film. Donc quelque part, je te dirais que ça a peut-être pas mal vieilli vu que c'est ce qu'on voit quand même souvent à la télé en ce moment. Un film qui évidemment est essentiellement basé sur les prosthétiques et les practical effects, ne serait-ce que pour Freddy. Freddy, bon ben voilà, il a évidemment les vêtements, etc. Il a le gant emblématique, il a le maquillage. Il faut te dire que Robert Englund, c'était à peu près 3 heures de temps pour revêtir tout ce maquillage-là de brûlé, etc. qu'il avait sur la gueule, quoi. C'est quand même quelque chose. Donc oui, on pouvait pas... Et puis évidemment, beaucoup d'effets aussi à travers les portes, dans les murs. Hein. Il y avait mis un mur en caoutchouc à un moment donné où on voit des mains qui sortent, etc. Donc c'est un faux mur. Il y a beaucoup de choses comme ça dans le film qui reviennent. Il y a très très peu d'effets spéciaux. Et ça paraît, je pense que c'est un film qui n'a pas nécessairement mal vieilli. C'est un film qui est beaucoup tenu justement par sa narration et par Freddy Krueger en arrière qui reste le leader, hein, quelque part, de la narration du film. C'est lui qui finalement est le méchant et qui devient un petit peu l'anti-héros. À savoir d'ailleurs que Wes Craven avait décidé de développer plus de lignes de dialogue chez Freddy Krueger dans les suites que dans le premier film. Donc dans les suites, il voulait réellement un méchant qui soit, en plus d'être impitoyable, puisqu'il joue vraiment le rôle du méchant, quasiment du démon, hein, je te dirais, en plus d'être impitoyable et même narquois. Tu sais, il fait preuve de... Il est malin un petit peu, il se fout de la gueule du monde, en gros. Il s'éclate à faire ça. Donc, il y a réellement comme ça un univers qui a été créé à ce niveau-là. C'était le deuxième film, on va partir un petit peu dans les anecdotes. Pas grand-chose à dire parce que je pense que c'est un classique du film d'horreur, honnêtement. C'est un classique tout court. Je te dirais peut-être pas du film d'horreur, mais un classique tout court. Il y a vraiment cette présence de Freddy Krueger et cette tension qui est exercée au fur et à mesure de la narration par rapport aux autres personnages que je trouvais exceptionnel. Peut-être même un petit peu mieux que Jason Voorhees. Hein, je te dirais le premier Friday the 13 en 1980, me semble-t-il, qui était sorti. C'était quand même très bien aussi. Mais quitte à choisir, peut-être Freddy en 84 est quelque chose sur quoi moi j'ai un petit peu plus... voilà, ma fibre est plus là. Ce film était produit par la New Line, c'était le deuxième film de la New Line, et Freddy Krueger, Nightmare on Elm Street, et en 1984. Et en fait, la New Line était déjà en déficit. Donc c'était ce film-là qui maintenait la boîte de prod à flot, ou sinon la boîte elle fermait, quoi. Le film a coûté 1,8 million de dollars, ce qui est quand même très cher pour l'époque, mais voilà, quand le film est sorti, il y a eu 1,8 million de dollars de recettes dans la première semaine d'exploitation. Donc New Line s'en est sorti haut les cœurs, était super content, et c'est comme ça que c'est devenu une super franchise à succès, parce qu'ils ont décidé de continuer à essayer de faire de l'argent sur Freddy Krueger qui avait été inventé grâce à Nightmare on Elm Street. Les lames, alors le nom de Freddy Krueger, ça peut être intéressant aussi. En fait, c'est un jeune, quand Wes Craven avait 12-13 ans, qui était à son école et qui n'arrêtait pas de le maltraiter, de
très turbulent avec lui tout le temps. Et ce jeune-là s'appelait Freddy Krueger. Donc c'était un petit peu une vengeance à long terme. Il s'est dit, bah regarde, moi, mon méchant, là, dégueulasse, là, bah, brûlé et tout ce que tu veux, je vais l'appeler Freddy Krueger, le gars qui arrêtait pas de m'emmerder quand j'avais 10 ans. Ou 12 ans. Et quand il avait 10 ans, justement, à un moment donné, il s'est réveillé, et ça c'est assez quand même angoissant, je te dirais. Il s'est réveillé, il a regardé par la fenêtre de sa chambre, et là, il y avait un clochard qui le fixait du regard. Et les vêtements de Freddy Krueger viennent de ce clochard-là, en fait, plus particulièrement, à part le pull, mais le pull était rayé, il n'y avait pas les couleurs distinctes. Donc, il a réellement basé le chapeau, le pantalon et le pull rayé sur ce clochard-là qu'il l'avait comme réellement. Finalement, le gars n'est plus revenu, c'était juste quelqu'un de bizarre qui fixait à travers une vitre. Il regardait probablement pas l'enfant, il regardait sûrement son reflet dans la vitre, je te dirais. Mais du coup, comme ça l'avait choqué, il a décidé de garder le même costume. Les couleurs, vert et rouge, ont été choisies par Wes Craven parce qu'il a été étudié, a fait ses recherches là-dessus. Il a vu que c'était les couleurs qui étaient les plus dérangeantes pour l'œil humain. Les deux mélangés, vert et rouge, on n'aime pas ça. On n'est pas confortable avec ces couleurs-là. C'est pour ça qu'il a choisi ces couleurs-là, vert et rouge sur le t-shirt. C'est pas très cool pour les daltoniens, je te dirais, mais c'est quand même assez intéressant. Je terminerai avec le fameux gant. Donc le gant, jusqu'au moment final, était fait en fait au bout des gants, c'était des hameçons qu'il y avait, ok, des hameçons que tu utilises pour la pêche. Et finalement, quand il a commencé à tourner le film, il s'est rendu compte que c'était pas si cinématographique que ce qu'il pensait que ça allait être. Donc à la place, ils ont enlevé les hameçons et ils ont mis des couteaux à steak. C'est des lames de couteau à steak que tu vois en fait vraiment au bout des gants. Et quand, au niveau des practical effects, on revient là-dessus, quand Freddy réellement il met ces espèces, voilà, son gant qui laisse traîner comme ça sur le mur et ça fait des étincelles, bah, c'est des vraies étincelles. En fait, comment ils ont fait ça? C'est qu'ils ont relié le gant à une batterie pour auto. Et il y avait du courant du coup qui passait pas dans le gant, donc le gaz s'électrocutait pas, mais passait directement dans les lames. Et en faisant ça, bah, évidemment, ça fait des étincelles. Donc c'était relativement cool aussi à savoir ce genre de choses-là. Pour moi, c'était un grand classique aussi. Tous les films dont j'ai parlé jusqu'à l'heure actuelle sont quand même des classiques qui font partie de ma filmographie personnelle que je partage avec plein de gens à travers la planète, mais que j'ai moi sélectionné comme étant des films qui sont réellement, pour ma part, incontournables et que je pourrais revoir un milliard de fois. Sans problème. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. The Thing, en 1982, de John Carpenter, 8.1 sur 10 sur IMDb. J'adore ce film-là, c'est exceptionnel comme film. La suite était... ils ont fait une suite, il me semble, c'était en 2010, ou je ne sais plus en quelle année. Ouais, c'était une préquelle, bon, ça allait, plus ou moins. Mais ça reste que quand même, The Thing, de John Carpenter, reste un grand classique du cinéma incontournable, que la suite ou la préquelle ne pouvait pas réellement s'en nourrir, je te dirais, parce que ça reste quand même un univers très très particulier avec la fameuse musique d'Ennio Morricone, à savoir que John Carpenter, c'était une des premières fois qu'il ne faisait pas la musique, puisqu'il fait la musique de tous ses films, mais Ennio Morricone a bien réussi à rentrer dans l'univers musical de John Carpenter en refaisant un petit peu le même genre de musique qui est comme ça, très brute quelque part, et qui reste dans la tête et qui donne cet univers de tension que tu peux avoir dans le froid, dans l'Arctique, où tu n'as pas d'échappatoire, parce que finalement, oui, il y a un monstre, mais à l'extérieur, il fait moins 60, donc quelque part, il n'y a nulle part où tu peux survivre. 8.1 sur 10, on va revenir sur le film, 8.1 sur 10 sur IMDb, avec naturellement Kurt Russell, qui avait pas mal, je te dirais, le premier rôle dans la grande majeure partie des films de John Carpenter, et quand c'était pas lui, c'est parce qu'il n'était pas disponible. Mais John Carpenter le demandait tout le temps. Kate David, grande Kate David, Wilfred Brimley et Richard Masur notamment. Alors, ce film-là est un incontournable parce que naturellement, tu l'auras compris, il n'y a pas d'effets spéciaux. Bah, tu l'auras compris. Peut-être tu ne sais pas, mais il n'y a pas d'effets spéciaux dans ce film-là. Il n'y a aucun effet spéciaux. Si tu prends même la soucoupe volante au départ, c'est réellement une soucoupe qu'ils ont fait d'eux-mêmes et qui font voler. Le titre qui brûle. Comment ils ont fait ça? Ils ont mis ça en arrière, en fait, d'une glace. Et ils ont dessiné les lettres The Thing sur un sac poubelle noir et ils ont mis en fait de l'essence là où ils ont dessiné The Thing et ils ont mis le feu. Et du coup, c'est comme ça, avec le sac poubelle noir, que tu as réellement le titre qui se dessine sur l'écran. C'est incroyable, c'est génial, c'est malin, c'est ingénieux. Je trouve ça ingénieux, je trouve ça fou. Et bref.
The Thing, pas d'effets spéciaux, uniquement des prosthétiques, uniquement de l'animatronique dans tout le film, avec des gens qui utilisent comme ça des systèmes, des fausses tentacules avec réellement des bâtons au bout, qui sont des fausses tentacules qui vont dans tous les sens, etc. C'est juste exceptionnel. Le gars qui était réellement le créateur de tout ça, c'est Rob Bottin, qui à l'époque n'avait que 22 ans et qui était le chef designer au niveau du make-up artiste et réellement donc des effets pratiques. Alors, très rapidement pour revenir sur Rob Bottin qui avait que 22 ans, comment est-ce qu'il peut devenir le chef? Tu vas me dire, tu vas me poser la question, tu vas me dire comment c'est possible? Je vais te répondre. Qu'à 22 ans, en 1982, le gars il soit chef de tout ça. En fait, il avait commencé sa carrière à 14 ans parce qu'il s'était adressé à Rob Baker, je pense, c'est Rob Baker de mémoire, qui était un des chefs de file. Rick Baker, qui était à l'époque un des chefs de file justement en matière de practical effects au cinéma, et il avait envoyé une lettre parce qu'il était fan de lui, de ce gars-là, parce que lui, Rob Bottin, c'est là-dedans qu'il voulait travailler depuis qu'il était tout jeune et il regardait que ça à la télé, il en bouffait, etc. Donc il avait envoyé une lettre, il devait aller au cinéma, il a envoyé une lettre avec un dessin qu'il avait fait d'une de ses créations. Et Rick Baker a tellement été halluciné par ce qu'il a vu qu'il l'a appelé puis il a dit non mais attends, je te prends comme apprenti et tu vas venir travailler avec moi parallèlement à la fin de tes études. Donc il a terminé ses études, il a commencé immédiatement sa carrière au cinéma, et en étant apprenti, en étant designer finalement quelque part avec Rick Baker sur des tournages de films, comme Star Wars par exemple en 1977, Piranha, The Fog de John Carpenter aussi, Halloween, Howling, les werewolves là, c'était assez cool ça aussi comme film. Le premier, après les autres étaient pas. Là aussi il y avait des practical effects assez fun là-dedans. Après les autres étaient moins bien, mais le premier était pas mal moins. Hurlement dans la nuit, je pense que ça s'appelait en français ou quelque chose comme ça. Et Maniac notamment, avant de finalement à 22 ans avoir son premier contrat avec The Thing. Alors évidemment Rob Bottin, à cause de ça, il a pris le travail très au sérieux, c'est son premier vrai job. En tant que chef, comme ça, sur le tournage de la conception des practical effects, des effets pratiques. Alors, il travaillait 7 jours sur 7, il s'est mis à dormir littéralement sur le tournage, à être présent constamment sur le tournage, à travailler quasiment 24 heures sur 24. Et proche de la fin du film, il a dû être hospitalisé pour épuisement intense. Je ne savais pas que ça existait, mais tu peux t'épuiser à ce niveau-là. Et c'est Stan Winston, qui est un autre père des effets spéciaux, si je pense à Predator par exemple, c'est Stan Winston, qui du coup est arrivé en arrière et a terminé le travail de Rob Bottin, mais c'est quand même Rob Bottin qui a eu le crédit parce que c'est lui qui a fait 99% du travail que tu vois dans The Thing. C'est très très hallucinant comme travail. Film que je recommande si tu l'as pas vu. Il y a une ambiance, il y a une manière d'être, il y a des dialogues aussi qui sont relativement très intéressant dans ce film-là. Il y a réellement une tonalité entre personnages. Beaucoup disent que ça reprenne un petit peu l'idée d'Halloween, mais il faut te dire que The Thing, c'est avant tout le remake d'un film qui existait déjà. Donc c'était The Thing from Another World en 1951 de Christian Nyby. Donc, c'était pas non plus une création comme ça qui découlait de nulle part. The Thing from Another World 1951 existait avant quelque part Alien en 1979. Donc il y en a beaucoup qui ont dit ouais mais voilà, c'est comme Alien mais en Antarctique, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Encore une fois, c'est un film qui me plaît, donc c'est sûr que j'ai tendance à le protéger. Le film, quand il est sorti, a été très mal reçu par la critique. Ils l'ont détruit au complet en disant que c'était un film qui n'était pas regardable, en disant que les effets pratiques justement qu'on voit dans le film, voilà, c'est un peu du comic book, c'est pas très réaliste, etc. Le film n'a aucun intérêt, c'est Alien mais en Antarctique, etc. etc. Donc les gens ils ont écouté les critiques, ils n'ont pas été voir le film qui a été un flop. Ça a coûté quasiment la carrière de John Carpenter, qui par la suite d'ailleurs a continué à travailler pour les studios, mais a eu des films où il a dû financer lui-même une grosse partie de la production puisqu'il ne voulait plus débloquer d'argent pour les tournages de John Carpenter. Donc ça a été un peu compliqué pour lui. Et finalement le film est sorti en cassette, mais je te rappelle qu'on est en 1982, donc ça veut dire que le film est sorti 2 ans plus tard en cassette. C'était long, il est sorti en cassette. Et c'est devenu un film culte monumental à ce moment-là, donc vers 1984. Ce qui a relancé la carrière de John Carpenter, qui a eu moins de mal du coup à produire ses films parce que la boîte de prod a remarqué ah oui mais non finalement le film marche bien. Et certains critiques qui n'avaient pas critiqué le film à l'époque à la sortie l'ont vu en vidéocassette en disant mais non c'est un film culte, c'est monumental, il faut absolument aller voir ce film-là. À noter d'ailleurs que Christian Nyby,
qui est le réalisateur de The Film from Another World de 1951, a lui-même critiqué le film mal, hein, de très mauvaise manière, The Thing en 1982, en disant que c'était horrible comme film et que ça ne correspondait pas du tout à l'idée de son film original. Donc c'est quand même quelque chose voilà, qui s'est passé, qui était assez, je te dirais, néfaste pour John Carpenter et très, comment je te dirais, agressif aussi hein, au niveau de la critique. Le film, c'est un des plus gros budgets quand même de l'époque, 15 millions de dollars pour l'époque. Alors si tu veux donner à ordre comparatif, hein, peut-être une idée, Friday the 13th, on en parlait tout à l'heure, en 1980, avait coûté 700 000 dollars. Ou encore Halloween, en 1978, avait coûté 375 000 dollars. Donc on voit qu'on est quand même dans une tranche d'investissement beaucoup plus massive avec The Thing qu'avec les autres films. Donc je ne pouvais pas passer à côté de ce film-là. Je ne recommande pas nécessairement la préquelle, je ne trouve pas que ce soit un film mal fait, mais il faudra à ce moment-là, je pense, regarder la préquelle en disant que ce n'est pas une préquelle, que c'est un film qui est à part, parce que The Thing reste un film qui reste propre à lui-même, je te dirais. On ne peut pas y toucher à ce film, ok? Tu le regardes, tu le termines, ça reste ce film-là. Très grand film. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette vidéo sur les effets pratiques et non les effets spéciaux. Je reviens là-dessus, c'est très important. Une vidéo qui me tenait à cœur parce que moi je regarde toujours ça, les effets pratiques, et j'aime beaucoup ça, surtout dans les films modernes comme Insidious, quand ils continuent à utiliser ça et que c'est très bien fait. Vraiment, j'aime ça parce qu'il y a du travail d'artisanat hallucinant, même si les effets spéciaux c'est quand même des gens qui montent des programmes, etc. On n'enlève rien, mais je trouve que les effets pratiques, pour moi, ça vient me chercher, ça vient me toucher. Si je pense à Avenger, bon voilà, il y a certains fonds verts encore dans les Avengers par exemple, je regarde des fois, c'est horrible, c'est mal fait en arrière, on le voit, c'est tout découpé, c'est dégueulasse. On se croirait dans Flash Gordon. Mais c'est ça, moi, je suis plus impressionné, je te dirais, par des effets pratiques très bien faits que des effets spéciaux très bien faits. Mais c'est mon point de vue personnel, évidemment, ça n'engage à rien. On va faire la conclusion. Donc, si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, de mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. J'ai mon podcast, je vais te mettre le lien en dessous si tu veux suivre, m'écouter parler si ça n'est pas déjà fait pendant des heures interminables de cinéma. Tu peux avoir le podcast. Ça peut être intéressant de le mettre dans les oreilles quand tu marches à l'extérieur. Toujours pas de nouveaux podcasts. Comme tu le sais, je le dis souvent, je n'ai pas le temps. Je m'en occuperai peut-être à un moment donné, mais là, je peux pas, le temps me manque. Et puis, ben voilà. Puis qu'est-ce qu'on se dit? On se termine là-dessus. Des questions, des suggestions, des commentaires? Dans les commentaires. Dans les commentaires, c'est un peu cafouilleux aujourd'hui. Je suis un peu perdu. Je l'ai dit hein, tout à l'heure, les commentaires, si tu veux mettre toi des exemples de films, par exemple, qui t'auraient plu au niveau des effets pratiques, tu es invité à le faire. Et qu'est-ce qu'on se dit? Alors, voyons. À la prochaine. À la prochaine. Ciao, bye. Na, na, na. Attends. Ta, 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 ta. Non, on est perdu aujourd'hui. On n'a pas eu la conclusion qu'on a d'habitude. Hein. Ouais. Je pense qu'on a perdu l'habitude, peut-être. C'est possible, ouais. Ça, tu penses? Ouais. Pourtant, on en fait souvent. Je sais pas, des vidéos. Bah là, ça fait quelques semaines ouais, que j'en ai pas fait parce que j'étais trop occupé. Je pouvais pas. J'étais vraiment trop occupé. C'est normal, j'ai une vie à côté. Mais dès que je peux, j'en fais. Donc là, j'en ai fait. J'ai répété 2 fois. Ouais. Mais je pense qu'on a perdu l'habitude. Hein, c'est possible. Ouais. Ouais, ça doit, hein. Ouais, puis aussi, on va se réhabituer, on va se réexercer. Ouais, puis j'ai trouvé une pierre précieuse en dessous de mon On va être riche.